Chapitre 32, lu par Gérard Gilles, qui traite de ce qui arriva dans l'hôtellerie à toute la quadrille de Don Quichotte. Le splendide festin terminé, on remue bien vite les selles aux montures. Et sans qu'il se passât aucun événement digne d'être conté, toute la troupe arriva le lendemain à l'hôtellerie. Épouvante de Sancho pensa. Celui-ci aurait bien voulu n'y pas mettre les pieds, mais il ne put éviter ce mauvais pas. L'hôte, l'hôtesse, leur fille et Maritorne, qui virent de loin venir Don Quichotte et Sancho, sortirent à leur rencontre et les accueillirent avec de grands témoignages d'allégresse. Notre chevalier les reçut d'un air grave et solennel, et leur dit de lui préparer un lit meilleur que la première fois. L'hôtesse répondit que, pourvu qu'il payât mieux, il trouverait une couche de prince. Don Quichotte l'ayant promis, on lui dressa un lit passable dans ce même galetas qui lui avait déjà servi d'appartement. Et sur le champ, il alla se coucher, car il avait le corps en si mauvais état que l'esprit. Dès qu'il eut fermé sa porte, l'hôtesse s'approcha du barbier, lui sauta au visage, et prenant sa barbe à 2 mains, « Par ma foi, dit-elle, vous ne ferez pas plus longtemps une barbe de ma queue, et vous allez me la rendre sur l'heure. Depuis qu'elle est partie, les saletés de mon mari traînent par terre que c'est une honte. Je veux dire le peigne que j'accrochais à ma bonne queue. » Mais l'hôtesse avait beau tirer. Le barbier ne voulait pas se laisser arracher la barbe. Enfin, le curé lui dit qu'il pouvait la rendre, et qu'il n'avait plus besoin de continuer la ruse, et qu'il pouvait se montrer sous sa forme ordinaire. « Vous direz à Don Quichotte, ajouta-t-il, qu'après avoir été dépouillé par les galériens, vous êtes venu en fuyant vous réfugier dans cette hôtellerie, et s'il s'informe de ce qu'est devenu l'écuyer de la princesse, on lui dira qu'elle lui a fait prendre les devants pour annoncer aux gens de son royaume qu'elle s'y rendait accompagnée de leur commun libérateur. » Sur cela, le barbier rendit de bon cœur la queue à l'hôtesse, et on lui restitua de même toutes les nippes qu'elle avait prêtées pour la délivrance de Don Quichotte. Tous les gens de la maison étaient restés émerveillés de la beauté de Dorothée, et même de la bonne mine du berger Cardenio. Le curé fit préparer à dîner avec ce qui se trouvait à l'hôtellerie, et dans l'espoir d'être grassement payé, l'hôte leur servit en diligence un passable repas. Cependant, Don Quichotte continuait de dormir, et l'on fut d'avis de ne point l'éveiller, le lit devant lui faire plus de bien que la table. Au dessert, on s'entretint devant l'hôtelier, sa femme, sa fille, Maritorne et tous les voyageurs, de l'étrange folie du pauvre Don Quichotte, et de l'état où on l'avait trouvé dans la montagne. L'hôtesse raconta ce qui lui était arrivé avec le muletier galant, et voyant que Sancho n'était pas là pour l'entendre, elle conta aussi l'aventure de sa berne, ce qui divertit fort toute la compagnie. Le curé, prenant occasion de dire que c'étaient les livres de chevalerie qu'avait lu Don Quichotte qui lui avaient tourné la tête. « Je ne sais pas comment cela peut se faire, » s'écria l'hôtelier, « car pour mon compte, en vérité, je ne commets pas de meilleure lecture au monde. J'ai là 2 ou 3 de ces livres qui m'ont souvent rendu la vie, non seulement à moi, mais à bien d'autres. Dans le temps de la moisson, quantité de moissonneurs viennent se réunir ici tous les jours de fête, et parmi eux, il s'en trouve toujours quelques-uns qui sait lire. Et celui-là prend un de ces livres à la main, et nous le mettons plus de 30 autour de lui. Et nous restons à l'écouter avec tant de plaisir qu'il nous ôte plus de 1000 cheveux blancs. Du moins, je puis dire de moi que, quand j'entends raconter ces furieux, terribles coups d'épée que vous détachent les chevaliers, il me prend grande envie d'en faire autant, et je voudrais entendre lire tous les jours et toutes les nuits. Et moi tout de même, ajouta l'hôtesse, puisque je n'ai de bons moments dans ma maison que ceux que vous passez à entendre lire, car vous êtes alors si occupés, si ébahis, que vous ne vous souvenez pas seulement de gronder. « Oh, c'est bien vrai, » continua Maritorne, « et en bonne foi de Dieu, j'ai grand plaisir aussi à écouter ces choses, qui sont fort jolies. Surtout quand on raconte que l'autre dame est sous des orangers, embrassant son chevalier tout à l'aise, tandis qu'une duègue monte la garde, morte d'envie et pleine d'effroi.
Je dis que tout cela est doux comme miel. Et à vous que vous ensemble, ma belle demoiselle, dit le curé, s'adressant à la fille de l'hôtel. Sur mon âme, Seigneur, je ne sais trop, répondit-elle. Mais j'écoute comme les autres. Et bien que je ne comprenne guère en vérité, je me divertis aussi d'entendre. Mais ce ne sont pas les coups dont mon père s'amuse tant qui m'amusent, moi. Ce sont les lamentations que font les chevaliers quand ils sont loin de leurs dames. Et vraiment, j'en pleure quelquefois de la pitié qu'ils me donnent. Ainsi, mademoiselle, reprit Dorothée, vous ne laisserez pas se lamenter longtemps si c'était pour vous qu'ils fussent à pleurer. Je ne sais pas trop ce que je ferais, répondit la jeune fille. Mais je sais bien qu'il y en a parmi ces dames de si cruelles que leurs chevaliers les appellent tigres, panthères et autres immondices. Ah, Jésus, quelle espèce de gens est-ce donc, sans âme et sans conscience, qui, pour ne pas regarder un honnête homme, le laisse mourir ou devenir fou? Je ne sais pas pourquoi tant de façons. Si elles font tout cela par sagesse, que ne se marie-t-elle avec eux, puisqu'ils ne demandent pas autre chose? Taisez-vous, petite fille, s'écria l'hôtesse. On dirait que vous en savez long sur ce sujet. Il ne convient pas à votre âge de tant savoir et de tant babiller. Puisque ce seigneur m'interrogeait, répondit-elle, il fallait bien lui répondre. Maintenant, dit le curé, apportez-moi ces livres, seigneur hôtelier. Je voudrais les voir. Très volontiers, répliqua celui-ci. Et passant dans sa chambre, il en rapporta une vieille malle fermée d'un cadenas qu'il ouvrit, et de laquelle il tira 3 gros volumes avec quelques papiers écrits à la main d'une belle écriture. Le curé prit les volumes et vit en les ouvrant que le premier était dans le Siroglio de Thrace, l'autre Félix Mars d'Hyrcanie, et le troisième l'histoire du grand capitaine Gonzalve de Cordoue, avec la vie de Diego Garcia de Paredes. Après avoir lu le titre des 2 premiers ouvrages, le curé se tourna vers le barbier. « Compère, lui dit-il, la gouvernante et la nièce de notre ami nous font faute en ce moment. »« Oh, que non, répondit le barbier, je serais aussi bien qu'elle les porter à la basse-cour, ou sans aller plus loin, les jeter dans la cheminée, car il y a vraiment un bon feu. »« Est-ce que votre grâce veut brûler mes livres » s'écria l'hôtelier. « Seulement ces 2-ci, reprit le curé, le Don Siroglio et le Félix Mars. »« Allons donc, reprit l'autre, est-ce que mes livres sont hérétiques ou flegmatiques, que vous vouliez les jeter au feu ?»« Schismatique, vous voulez dire, mon ami, interrompit le barbier, et non flegmatique. »« Comme il vous plaira, répondit l'hôtelier. Mais si vous voulez en brûler quelqu'un, que ce soit au moins celui de ce grand capitaine et de ce Diego Garcia, car je laisserai plutôt brûler ma femme et mes enfants qu'aucun des 2 autres. »« Mais frère, répondit le curé, ces 2 livres sont des contes mensongers, tous farcis de sottises et d'extravagance. L'autre, au contraire, est une histoire véritable. Il rapporte les faits et gestes de Gonzalve de Cordoue, qui, par ses grands et nombreux exploits, mérita d'être appelé dans tout l'univers le grand capitaine, surnom illustre, clair, et que lui seul a mérité. Quant à ce Diego Garça de Paredes, ce fut un noble chevalier, natif de la ville de Truxillo, en Estrémadure, guerrier de haute valeur, et de si grande force corporelle qu'avec un doigt, il arrêtait une roue de moulin dans sa plus grande furie. Un jour, s'étant placé à l'entrée d'un pont avec une épée à 2 mains, il ferma le passage à toute une armée innombrable et fit d'autres exploits tels que si, au lieu de les écrire et de les raconter lui-même avec la modestie d'un chevalier qui est son propre chroniqueur, il les eût laissés écrire plus librement par un autre, ses exploits mettraient en oubli ceux des Hector, Achille et des Roland. « Ah, pardieu, vous me la donnez belle !» s'écria l'hôtelier. « Voilà bien de quoi s'étonner que d'arrêter une roue de moulin. Faites-moi donc le plaisir, maintenant, de lire ce que j'ouïs dire de Félix Mars d'Hyrcanie, qui, d'un seul revers, coupait 5 géants par le milieu du corps,
tout de même que s'ils eussent été faits de chair de rave, comme le petit moinillon que font les enfants. Et une autre fois, il attaqua tout seul une très grande et très puissante armée où l'on comptait plus d'1 600 000 soldats, tous armés de pied en cap. Et il vous les tailla en pièces, comme si c'eût été des troupeaux de moutons. Et que me direz-vous de ce brave Don Cirongilio de Thrace, qui fut si vaillant et si téméraire, comme vous le verrez dans son livre, où l'on raconte qu'un jour, tandis qu'il naviguait sur une rivière, voilà que du milieu de l'eau sort un dragon de feu. Et dès qu'il le voit, Don Cirongilio lui saute dessus et se met à califourchon sur ses épaules écailleuses et lui serre des 2 mains la gorge avec tant de force que le dragon, voyant qu'il allait l'étrangler, n'eut autre ressource que de se laisser aller au fond de la rivière, emmenant avec lui le chevalier, qui ne voulut jamais lâcher prise. Et quand ils furent arrivés là-bas, au fond, il se trouva dans un grand palais et dans des jardins si jolis que c'était un délice. Et le dragon se changea en un beau vieillard, qui lui tend de choses qu'il ne faut qu'ouvrir les oreilles. Allez, allez, Seigneur, si vous entendiez lire tout cela, vous deviendriez fou de plaisir. Et de figues, par ma foi, pour ce grand capitaine que vous dites, et pour ce Diego Garcia. Quand Dorothée entendit ce beau discours, elle se pencha vers Cardenio et lui dit tout bas: « Il s'en faut peu que notre hôte ne fasse la paire avec Don Quichotte. »« C'est ce qu'il me semble, répondit Cardenio, car à l'entendre, il tient pour article de foi que tout ce que disent ces livres est arrivé au pied de la lettre, comme il le raconte, et je défie tous les carmes déchaussés de lui faire croire autre chose. » « Mais prenez garde, frère, répétait cependant le curé, qu'il n'y a jamais eu au monde de Félix Mars d'Hyrcanie, ni de Cirongilio de Thrace, ni d'autres chevaliers de même trempe, tels que les dépeignent les livres de chevalerie. Tout cela n'est que mensonge et fiction. Ce ne sont que des fables, inventées par des esprits oisifs, qui les composèrent dans le but que vous dites, celui de faire passer le temps, comme le passent en les lisant vos moissonneurs. Et je vous jure en vérité que jamais il n'y eut de tels chevaliers dans ce monde, et que jamais ils n'y firent de tels exploits, ni de telles extravagances. « À d'autres !» s'écria l'hôtelier. « Trouvez un autre chien pour ronger votre os. Est-ce que je ne sais pas où le soulier me blesse, et combien il y a de doigts dans la main? Ne pensez pas me faire avaler de la bouillie, car je ne suis plus au maillot. Vous me la donnez belle, encore une fois, de vouloir me faire accroire que tout ce que dit ces bons livres en lettres moulées n'est qu'extravagance et mensonge, tandis qu'ils sont imprimés avec licence et permission de messieurs du Conseil royal, comme si c'étaient des gens capables de laisser imprimer tant de mensonges à la douzaine, tant de batailles et d'enchantements qu'on en perd la tête. »« Mais je vous l'ai déjà dit, mon ami, répliqua le curé, que tout cela était écrit pour amuser nos moments perdus. Et de même que, dans les républiques bien organisées, on permet les jeux d'échecs, de paume, de billard, pour occuper ceux qui ne veulent, ne peuvent ou ne doivent point travailler, de même on permet d'imprimer et de vendre de tels livres, parce qu'on suppose qu'il ne se trouvera personne d'assez ignorant et d'assez simple pour y croire véritable aucune des histoires qui s'y racontent. Si j'en avais le temps aujourd'hui, et un auditoire à propos, je dirais de telles choses sur les romans de chevalerie et ce qui leur manque pour être bons, qu'elles ne seraient peut-être ni sans profit, ni même sans plaisir. Mais un temps viendra, je l'espère, où je pourrai m'en entendre avec ceux qui peuvent y mettre ordre. En attendant, seigneur hôtelier, croyez à ce que je viens de dire. Reprenez vos livres. Arrangez-vous de leur vérité ou de leur mensonge, et grand bien vous en fasse. Dieu veuille que vous ne clochiez pas du même pied que votre hôte Don Quichotte. »« Oh, pour cela non, répondit l'hôtelier. Je ne serais pas assez fou pour me faire chevalier errant. Je vois bien que les choses ne se passent point à présent comme elles se passaient alors, quand ces fameux chevaliers couraient à ce qu'on dit par le monde. » Sancho, qui s'était trouvé présent à la dernière partie de cet entretien, demeura tout surpris
et tout pensif d'entendre dire que les chevaliers errants n'étaient plus de mode et que tous les livres de chevalerie n'étaient que sottises et mensonges. Aussi se proposa-t-il au fond de son cœur d'attendre seulement à quoi aboutirait le voyage actuel de son maître. Bien décidé, si l'issue n'en était point aussi heureuse qu'il l'avait imaginé, de retourner à sa femme et à ses enfants et de reprendre avec eux ses travaux habituels. Cependant, l'hôtelier emportait sa malle et ses livres. Mais le curé lui dit « Attendez un peu, je veux voir ce que sont ces papiers écrits d'une si belle main. » L'hôtelier les tira du coffre et, les donnant à lire au curé, celui-ci vit qu'ils formaient un cahier de 8 feuilles manuscrites et que sur la première page était écrit en grandes lettres le titre suivant « Nouvelles du curieux mal avisé ». Le curé en lut tout bas 3 ou 4 lignes. « En vérité, s'écria-t-il, le titre de cette nouvelle me tente, et j'ai envie de la lire tout entière. » « Votre révérence fera bien, répondit l'hôtelier, car il faut que vous sachiez que quelques-uns de mes hôtes qui l'ont lu ici l'ont trouvée très agréable et me l'ont instamment demandé. Et je n'ai jamais voulu la céder, pensant la rendre à celui qui a oublié chez moi cette malle avec les livres et les papiers. Il pourrait se faire que leur maître revint un beau jour par ici, et bien qu'assurément les livres me fissent faute, par ma foi je les lui rendrai, car enfin, quoique hôtelier, je suis chrétien. » « Vous avez grandement raison, mon ami, répondit le curé. Mais pourtant, si la nouvelle me plaît, vous me la laisserez bien copier. »« Oh, très volontiers, répondit l'hôte. » Pendant cette conversation, Cardenio avait pris la nouvelle, et s'étant mis à lire quelques phrases, il en eut la même opinion que le curé, et le pria de la lire à haute voix pour que tout le monde l'entendît. « Je la lirai de bon cœur, répondit le curé, s'il ne valait pas mieux employer le temps au sommeil qu'à la lecture. »« Pour moi, dit Dorothée, ce sera bien assez de repos que de passer 1 heure ou 2 à écouter quelque histoire, car je n'ai pas encore l'esprit assez calme pour dormir à mon gré. »« S'il en est ainsi, reprit le curé, je veux bien la lire, ne fût-ce que par curiosité. Peut-être la nôtre ne sera-t-elle pas trompée. » Maître Nicolas, et jusqu'à Sancho, vinrent aussi lui adresser la même prière. Alors, le curé, voyant qu'il ferait plaisir à tous les assistants, et pensant d'ailleurs ne point perdre sa peine, « Eh bien donc, s'écria-t-il, soyez tous attentifs. Voici de quelle manière commence la nouvelle. »